Bien, pour ceux qui n'étaient pas là, et pour la plupart d'entre vous, à l'exception de Françoise, qui elle est vraiment sérieuse, vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début dans ce qui est ce premier séminaire international sur le croissance et vieillissement? Ce qu'on a fait, c'est tout ce matin, on a regardé en quoi la théorie nous donnait des éléments au fond d'analyse de cette relation entre la croissance et le vieillissement qui ne sont, je veux dire, problème qui est loin d'être résolu. On a évoqué les thèmes et les travaux et les modélisations que nous avons fait, mais de manière assez rapide. Là, je parle de la chair. Et puis, nous avons eu une séance où c'était plutôt les difficultés du vieillissement. Vous savez, on dit toujours, comme je suis le plus âgé de cette table, on dit toujours... Si, François, je t'assure, de loin. On dit toujours, c'est formidable d'avoir 60 ans, c'est formidable d'avoir 70 ans. Très franchement, avoir 20 ans, c'est pas mal aussi. Donc, on a essayé de réfléchir à ces thèmes, de ce qui étaient les défis et difficultés. Et les 6 séances de cet après-midi ont consisté à vraiment analyser les instruments dont nous disposons, les moyens de traiter les sujets du vieillissement, c'est-à-dire, au fond, à essayer de rattraper tout ce que nous avons dit depuis plusieurs années, de manière parfois insatisfaisante, mais avec finalement pas mal de travaux intéressants, de manière à pouvoir finalement commencer à bâtir les thèmes à venir dans les années qui viennent. Alors je rappelle, on a travaillé sur la santé, sujet majeur pour nous, sur lequel on a un modèle. On en a un des 2 auteurs devant nous qui est Rago et qui le modèle s'appelle Mellette. On a un modèle on a les problèmes de retraite et on a une modélisation qui, je ne sais pas s'il est là Thomas, mais qui là aussi est très solide, très sérieux. On a des petits modèles sur ce qu'on appelle la société de la seconde chance, la formation, etc. C'est pas mal du tout. Et puis, on a cette idée fixe qu'il faut que pour que le contrat intergénérationnel fonctionne bien, qu'il y ait des transferts de patrimoine entre générations. Et c'est vrai qu'on a aussi pas mal travaillé sur ces thèmes-là à travers ce que nous appelons, de manière un peu curieuse, la liquéfaction du patrimoine, rendre plus liquide le patrimoine pour pouvoir le faire bouger d'un endroit à un autre. Voilà, donc ça a été une journée de travail très complète, très, très riche, très dense, sur un sujet qui, vous voyez, réunit tout au long de la journée pas mal de monde, a réuni dans 3 sessions en parallèle, il y a quand même beaucoup de monde, alors que nous sommes, si je ne me trompe, au début du mois de juillet, que certains d'entre nous reviennent d'Aix fatigués, et que le thème est certes intéressant, mais on commence à penser plutôt à la plage qu'au vieillissement. Donc vous voyez, pas mal. On va, sur cette session qui est la session finale, jouer à un jeu qui est, à mon avis, très utile pour tous, et très utile pour la chaire, et très utile pour la réflexion, puisque nous sommes peut-être, nous, la chaire, un peu le point de passage, ou le sas, ou le lien entre tous les centres de recherche au niveau mondial sur le vieillissement. Et puis, il y a énormément de gens qui travaillent en France, et ils travaillent très bien, ils travaillent bien mieux que nous, mais il se trouve qu'on joue un peu ce rôle-là. Donc, nous allons vous demander, chers amis, de chacun d'entre vous, en peut-être 10 minutes, ce qui est 2 minutes de plus qu'à Aix, mais il n'y a pas de ministre, donc ça simplifie la tâche, de dire au fond comment vous voyez, comment vous imaginez à la fois les éléments clés d'une politique économique et sociale du vieillissement. C'est-à-dire, au fond, vous livriez, vous êtes ministre du vieillissement. Non, c'est plus rigolo d'être ministre de la jeunesse et du vieillissement. Vous êtes les deux. Mais vous travaillez que sur le problème de ce qu'est le vieillissement. Chacun d'entre nous a une expérience très lourde. Peut-être en se sortant de son job habituel, en se disant, au fond, qu'est-ce que je ferais? Voilà, pour 10 minutes. On peut peut-être commencer par la meilleure d'entre nous, et la plus jeune. Voilà, absolument. Qui est Françoise Sorel. Peut-être un petit mot de présentation, Françoise? Alors moi, je suis comme background professeur de médecine interne et de gériatrie.
Et nous avons fondé, à la suite de Bob Butler aux États-Unis, un institut qui s'appelle l'ILC. ILC, ça veut dire International Longevity Center, qui étudie justement toutes les conséquences qui sont médicales, on est presque tous médecins, mais aussi sociales et économiques du vieillissement. Alors ça a été fait aux États-Unis, mais ça a essaimé. Il y a maintenant 17 ILC dans le monde, et on fait soit des travaux communs les uns avec les autres, soit des travaux qui intéressent directement le pays considéré, et on peut partager à ce moment-là l'expérience avec les autres. Donc ça, c'est la présentation. Tu me demandes, redis ta question si j'ai compris. Quelles sont les priorités finalement quand on voit le vieillissement de la population ? Une politique économique. Une politique économique, sociale, etc. Absolument. Je pense qu'il y a de toute façon un pivot qui va servir la politique économique, c'est la prévention. Car quand on regarde la population qui vieillit, on peut la scinder en trois. Il y a une petite population dépendante, et ça a été évoqué comme mot ce matin, c'est 8% de la population, ce qui est très peu. Il y a une population que nous appelons, nous, fragile, ça fait à peu près 15%. Ce sont des personnes qui sont totalement autonomes, mais dont les réserves physiologiques ont diminué, ce qui fait qu'elles peuvent basculer dans la dépendance sous l'action de n'importe quel stress. Ça peut être une fracture, une grosse grippe l'hiver, un veuvage, etc. Donc là, il y a une énorme action à faire pour faire le diagnostic de cette fragilité. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle avec la CNAV, parce que c'est un état qui est réversible, alors que la dépendance, comme vous le savez, sauf exception, n'est pas réversible. Donc ça, il faut agir sur cette deuxième partie de la population. Et puis, le reste de la population, qui est le plus important de loin, ce sont des personnes en bonne santé qui sont en état de participer au cycle économique de ce pays. Alors, ces personnes en bonne santé, on va peut-être parler d'abord des deux premières catégories pour les évacuer. Le problème des personnes dépendantes, c'est bien évidemment la prise en charge de la dépendance que nous avons évoquée tout à l'heure. La prise en charge de la dépendance, il y a, à mon avis, des moyens relativement simples d'y faire face, et nous avons évoqué tout à l'heure l'émergence d'une assurance obligatoire politique. Il faut que je baisse le truc ? On m'entend pas ? Ah, on ne me voit pas. Je suis toujours au-dessous du... Nous avons évoqué le problème d'une assurance autonomie obligatoire et probablement qui serait gérée par des fonds publics. Alors pourquoi des fonds publics, va me demander certainement mon voisin. Enfin, pourquoi une gestion publique ? C'est parce que de façon générale, les assurances font une sélection des personnes qu'elles prennent en charge, et une sélection des patients à risque de dépendance, ça n'est pas possible de faire cette sélection. Donc je pense qu'il faut que ce soit une assurance publique, mais ça c'est totalement à discuter. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit une assurance autonomie obligatoire, basée sur une très très large assiette, c'est-à-dire les premiers émoluments, les premiers salaires, tout le monde cotise, les salariés, les non-salariés, les retraités. Je n'en dirai pas plus, mais avec une cotisation qui serait inférieure à 1 € par jour, ce qui est très peu, et un sondage récent a montré que c'était ce qu'accepteraient les Français, on arrive à avoir des prestations qui sont des prestations que, par exemple, notre ami Bertrand Fragonard trouve beaucoup plus importantes. Il a tort, les restes à charge des familles est énorme. Assurer des prestations qui pourraient aller de 1 500 € pour les patients en GIR 1 et 2 et 1 000 € pour les patients en GIR 3 et 4. Donc ça pourrait régler le problème de la dépendance. Alors, Bertrand Fragonard me dit « Oui, mais Françoise, vous ne vous rendez pas compte, vous coûtez 16 milliards d'euros ». Parce que, in fine, effectivement, au long cours, ça fait 16 milliards d'euros. Et moi, je ne lui dis pas du tout, je rapporte au PIB 16 milliards d'euros, puisque c'est de l'argent neuf. Bon, bref, on ne s'étend pas là-dessus. Il faut absolument trouver une prise en charge de la dépendance, et c'est possible. C'est tout à fait possible. Ça, c'est la première chose, de la dépendance. La deuxième catégorie, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire le diagnostic de la fragilité, prendre en main ces personnes pour éviter qu'elles versent dans la dépendance. Alors, les personnes qui sont en bonne santé, pour elles comme pour les autres, le maître mot, ça va être la
prévention, qui est une prévention à la fois médicale et une prévention sociale. Alors, prévention médicale, elle repose sur 2 jambes. Premièrement, la promotion de la santé, bien évidemment, mais la deuxième jambe de cette prévention, c'est la promotion de l'activité. Et ça, c'est absolument capital pour la population qui avance en âge. Alors, promotion de la santé, prévention de la santé, on en connaît les déterminants qui, en général, ne sont pas très acceptés par la population parce que c'est en apparence banal. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? La prévention, c'est essentiellement une question d'hygiène de vie. Ça ne coûte pas très cher, la prévention, à l'inverse de ce qu'on croit. On dit qu'il faut multiplier les financements de la prévention. Oui, mais à condition de faire de l'éducation. Parce que l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui doit être répété, parce que c'est banal. C'est quoi? C'est avoir une nutrition appropriée, c'est faire de l'activité physique, c'est connaître ses facteurs de risque, en particulier cardiovasculaires, éradiquer tous ces facteurs de risque. Donc c'est quelque chose qui est très connu, mais qui ne pénètre pas dans la population, qui trouve ça banal, alors que c'est absolument essentiel. Donc je n'en dis pas plus sur la prévention médicale. La deuxième jambe de la prévention, c'est la promotion de l'activité. Ce qui est mortel quand on prend sa retraite, c'est de s'arrêter de travailler ou s'arrêter d'avoir une activité. Nous avons fait à ILC un travail récent qui tentait de déterminer si la prolongation de l'activité professionnelle permettait d'améliorer la santé. Nous avions pris comme témoin l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Incidence et prévalence. Nous avons fait ça sur 400 000 personnes retraitées du RSI. Et nous avons parfaitement démontré que si vous continuez votre activité professionnelle, vous réduisez votre incidence de maladie d'Alzheimer. Si vous passez par exemple de 60 à 65 ans, vous réduisez de 15% l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Alors vous allez me dire 15%, c'est pas beaucoup, c'est énorme en matière de prévention de la maladie d'Alzheimer. Alors un jour, on aura d'ailleurs très probablement un véritable traitement de la maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, il y a une recherche très intense. C'est vrai que pour l'instant, elle n'a pas encore donné des fruits. C'est-à-dire, quand on a un patient dans son bureau, on ne peut pas lui dire « on va vous donner tel médicament », même si les médicaments en expérimentation sont sur le plan théorique extrêmement intéressants. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de résultats. Mais ils en donneront. Si jamais on trouve un traitement de la maladie d'Alzheimer, on vide 70% des EHPAD, puisque dans 70% des cas, les placements sont liés à une déficience cognitive dont la cause principale est la maladie d'Alzheimer. Alors c'est ce que je dis très souvent aux hardis pâtisseurs d'EHPAD, que ça fait en général blêmir, mais ça peut se produire comme ça. Je vous signale que la tuberculose, ça s'est produit comme ça dans les années 45-50. Il y avait des phtisiologues, qui étaient des pneumologues, spécialisés dans la tuberculose. Et vous aviez un nombre très important sur le territoire français de préventoriums et de sanatoriums, ou préventoria, sanatoria. Du jour au lendemain, les préventoriums ont été vidés, les sanatoriums aussi, et les phtisiologues se sont orientés vers une autre forme de médecine. Ça peut se produire comme ça pour la maladie d'Alzheimer. Donc on aura réglé là le problème de la dépendance. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le régler de façon beaucoup plus facile avec une assurance dépendance obligatoire prise dès les premiers émoluments. Donc, pour résumer, ta proposition, c'est une assurance, un peu de prévention. Beaucoup de prévention. Et un truc... Une assurance et la promotion de l'activité. Ça veut dire que chaque fois que vous allez mettre vos seniors à la porte, vous allez augmenter parce que vous voulez réduire votre masse salariale, ce qu'on comprend tout à fait, mais de taper comme ça a été fait systématiquement sur les seniors, et on comprend d'ailleurs pourquoi, ça a tout à fait une logique, vous augmentez probablement les taux de dépendance à distance dans la population. Alors, il n'y a pas, bien entendu, que l'activité professionnelle, mais l'intérêt de l'activité professionnelle, c'est l'intensité de la stimulation. Quand on s'arrête de travailler, sauf quelques personnes exceptionnelles, on dit on va faire ci, on va faire ça, on va faire du bénévolat, c'est fait, mais l'intensité de ce qu'on fait diminue de 90%. Or, c'est cette intensité qui fait qu'on conserve ces fonctions cognitives. Donc, pour résumer, prévention de la santé, promotion de l'activité et prise en charge des plus vulnérables, des plus précaires et des patients dépendants grâce à des systèmes qui sont tout à fait viables. Alors j'ai ri tout à l'heure parce que j'ai assisté à la très intéressante...
Stop, oui, j'arrête. Je dis juste que tout à l'heure, j'ai assisté, moi, à la session très, très intéressante, surtout moi qui n'y connais pas grand-chose, sur la promotion des financements. Comment favoriser les investissements de croissance. Et on a beaucoup parlé des fonds de pension. Et à cette occasion, j'ai appris que la longévité, que je considère, moi, comme une chance extraordinaire, c'est pas vrai. La longévité, c'est un risque. Et on nous a parlé du risque de longévité. Et on connaît les facteurs de ce risque. Si vous diminuez le tabagisme, si vous diminuez les maladies cardiovasculaires, si vous trouvez un traitement amélioré du cancer, vous allez augmenter le risque de longévité qui est dramatique pour les fonds de pension. J'ai au moins appris quelque chose tout à l'heure. Bien. Tu vois, on apprend tout âge, donc c'est parfait. Peut-être, on va faire comme ça. Bernard. Peut-être, Bernard. Rapide présentation, non pas uniquement de la Fédération de l'assurance, du sujet. Oui, tu veux que je me présente? Oui. Je suis... j'ai le bonheur, l'avantage et le privilège d'être amené à côtoyer Jean-Hervé Lorenzi dans de nombreuses activités, que ce soit dans le domaine de l'assurance ou ailleurs, dans la réflexion intellectuelle et même dans la rédaction d'ouvrages et la réflexion des think tanks divers et variés. Et nous avons donc, sur ce sujet, d'ailleurs commis séparément et ensemble un certain nombre d'écrits et de réflexions. Alors, moi, je vais tout à fait sortir de ce que j'étais venu vous dire, puisque tu interroges en mettant la perspective de m'élever au-dessus de ma condition, en étant ministre du vieillissement. Je m'interrogeais pour savoir si c'était une vraie promotion. En fait, je pense que c'est un job compliqué, parce que en France, le vieillissement est quand même à peu près la seule politique qui a été défendue depuis quelques décennies, puisque, en gros, tu l'as dit, il est plus compliqué d'être ministre de la Jeunesse, puisque c'est la population qui a été sacrifiée systématiquement dans tous nos choix collectifs depuis très longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on a bien sécurisée, c'est la dette que la population laisse à chacun de nos enfants. Nous avons le privilège de fêter en même temps que notre 45e anniversaire, la bougie va coûter plus cher que le gâteau, de déficit budgétaire, le fait que chaque enfant qui naît en France hérite d'une dette de 30 000 € laissée par les prédécesseurs. Voilà notre politique du vieillissement. Alors, il y a beaucoup... Le ministre du vieillissement, c'est le ministre de la démographie. C'est celui qui dit des choses compliquées. Par exemple, un enfant, le nombre d'enfants de 20 ans dans 20 ans sera celui du nombre d'enfants nés cette année. Vous voyez, c'est très complexe. C'est tellement complexe qu'aucun ministre d'aucun gouvernement n'en a tiré la moindre conséquence depuis 40 ans. Et tout ce qui va à l'avenant. Parce que la logique politique, c'est de ne pas prendre aujourd'hui les décisions qui vont coûter, parce qu'il va falloir demander des choses aux gens, et qui vont rapporter à d'autres plus tard. Michel Rocard, que Jean-Hervé et moi avons bien connu, avait pour coutume de dire l'urgence, c'est pas l'invasion par des chars à la frontière, parce que ça, tout le monde, on sait très bien ce qu'il faut faire, on est organisé, ça suit. Non, l'urgence, c'est les politiques de long terme, démographiques, les questions à 20 ans ou 30 ans, parce qu'on se dit, bon, on a le temps, c'est pas pour jouer des résultats, on ne le fait jamais. C'est ça le ministère du vieillissement, c'est de prendre en compte le long terme. Et là, on rejoint la logique des assureurs. Alors, pour amuser à cette heure avancée de la journée et relancer le débat, je dirais qu'avec Françoise Forret, je suis à peu près d'accord, et d'ailleurs humblement, avec tout ce qu'elle a dit sur le plan médical. Je partage complètement ce qu'elle a dit sur le registre de la prévention, dont nous sommes les assureurs, d'ailleurs, des ardents défenseurs. En revanche, merci. Mais en revanche, sur la partie économique, j'esquisserais un début de nuance. La dépendance est un sujet que nous connaissons bien, un certain nombre de gens autour de cette table. Nous avons tous été invités à différentes manifestations en 2007, car 2007, je vous le rappelle, était l'année de la dépendance, qui ensuite a été renvoyée en 2008, qui était l'année de la dépendance. Je parle sous votre contrôle, Françoise. Et tout ça, jusqu'à nous amener en 2009, qui a été l'année de la dépendance. Et en 2010, on nous a dit que c'était l'année de la dépendance. Après, en 2011, comme c'était l'année d'avant l'élection présidentielle, on a dit qu'on ferait en 2012 l'année de la dépendance. Donc on a eu des vacances pendant 6 mois.
Et puis, d'ailleurs, c'était dans la campagne de 2012. Donc 2013 devait être l'année de la dépendance. Puis après, on n'en a plus parlé parce que de toute façon, plus personne n'y croyait. Ça, c'est aussi le ministère du vieillissement. Tu vois, tu as eu des ministres qui met la poussière sous le tapis. Et ensuite, tous les 5 ans, on dit « Ah, la poussière, c'est incroyable ». Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le système a continué à aller à volo, que c'est un système qui fonctionne bien pour les indigents et pour les riches, et qui écrase au milieu les classes moyennes. Que l'APA n'est financé par personne, enfin il est financé par les départements, je n'ai pas fait le calcul en venant aujourd'hui de savoir combien sont en déficit, mais enfin la plupart le sont, et que le système est évidemment intenable. Mais 60%. 60, oui. Les départements payent 68% en fait. Mais je veux dire, il y a un certain nombre de départements qui de toute façon ne payent plus parce qu'ils n'ont pas les moyens et qui sont exposés. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on s'appuie sur les aidants d'abord, beaucoup. On ne prend jamais en compte le poids qui est sous... On parle souvent en matière de santé des restes à charge. Mais qu'est-ce que c'est de l'effort à charge pour les aidants dans le truc? Si on s'efforçait de le chiffrer, ça représenterait des sommes considérables. Et puis, sinon, les gens ils sont amenés à y consacrer leurs moyens. Alors, c'est pas très grave parce que comme on a été très cohérent dans la politique, dans le même temps qu'on a privé de financement, on a également privé de moyens et de lieux, puisque il n'y a de toute façon pas assez de place dans les établissements spécialisés. Elles sont mal réparties sur le territoire. Oui, c'est ce que je veux dire. Il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a pas assez. Enfin, on dit la même chose, mais chacun avec ses herbes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des endroits merveilleux avec les petits oiseaux, le gazon et les pâquerettes. Le petit problème, c'est que les gens qui sont en situation de dépendance, on n'a rien à faire des petits oiseaux. C'est pas les petits oiseaux qui veulent voir, c'est leur famille. Et le problème, c'est que les petits oiseaux, ils ne sont pas en ville. Ils sont pour des raisons mystérieuses. Et donc, on a fait des tas d'établissements qui sont vides, mais auxquels on pourrait transformer en colonie de vacances assez agréablement. Par contre, là, on a besoin de place. C'est dans des lieux où le mètre carré est cher, où il n'y a pas eu d'investissement, où on a découragé tous les financements, et où donc, par conséquent, il y a à la fois une demande qui est très supérieure à l'offre et une inflation sur les prix qui fait que ça écarte les gens ou ça les spolie quasiment. Enfin, ça leur demande des efforts considérables. Admirable bilan. Voilà une société qui s'honore de sa façon dont elle gère les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut assumer le sujet. Donc, arrêter de dire que c'est l'avenir de la dépendance et faire. Bon. On n'en a pas beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, hein, je précise. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'à force, si tout le temps on dit c'est l'année de la dépendance et qu'on ne le fait pas, peut-être que l'année où on ne le dit pas, on va le faire. Justement, les assureurs ont des idées sur la question. Et on avait fait des travaux assez élevés parce que précisément, on ne croit pas à la solution publique, d'autant que, en fait, on est dans une solution publique mal agencée. Ah, il faut que je m'arrête. Je pense que l'assurance vie, pour faire simple, est une magnifique réponse à la question de la dépendance. Parce que, quand même, la dépendance, c'est un aléa. Vous disiez tout à l'heure, Françoise, il y a une sélection. Non, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. Les gens, quand ils sont... on ne sait pas quels sont les gens qui vont être dépendants. Une fois qu'ils le sont, c'est un peu tard pour s'assurer. Il y a des facteurs de risque de dépendance. Oui, il y a des facteurs de risque. Mais un de vos collègues est venu me voir en me disant « Madame Forette, on a besoin de vous ». Et ce qu'il voulait, c'est que je leur rétablisse la liste des maladies qui feraient que ces gens-là ne seraient pas pris. Oui. Il y a une sélection. Entre 15 et 25%, paraît-il. Oui, enfin, je vais laisser les professionnels vous répondre, mais vous savez que nous avons avancé énormément dans la profession, notamment pour les gens qui ont été atteints de maladies aggravées, pour que justement, en fonction de C'est bien si vous l'avez fait. Il y en a même qui ne font pas de sélection du tout. Oui, absolument. Donc, mais le fait est que nous sommes face à un aléa. Nous ne savons pas quels sont les gens qui seront peut-être autour de cette table, dans la salle, je ne sais pas. La loterie nous dira dans quelques décennies qui a tiré le mauvais numéro. Mais il y a 8% d'entre nous. C'est ça, voilà, 8%. Et donc la question, c'est que si ces 8% avaient une assurance vie, eh bien, la proposition qu'on fait, c'est que que ces gens... soit s'il arrivait par malheur qu'ils se retrouvent en situation de dépendance lourde, c'est-à-dire établie, et bien à ce moment-là, qu'ils puissent utiliser sans payer de fiscalité l'assurance vie pour accompagner donc en termes et sans préjudice fiscal, donc accompagner cette période de leur vie. Personne ne se saisira de l'effet d'aubaine de la dépendance lourde.
Donc il s'agit là de quelque chose qui pourrait être très puissant. Après, on a fait des propositions très abouties de systèmes d'assurance dépendance dédiés, avec de toute façon une partie qui revient à l'État, qui est une partie d'incitation. Alors vous avez deux façons. Soit vous faites une incitation fiscale qui fait que les gens considèrent que c'est utile, soit vous créez ce que vous disiez, une obligation. Alors on peut faire une obligation, ça existe dans certains pays. Ça veut dire quoi une obligation? Ça veut dire que tout le monde le fait, quoi. Voilà, tout le monde le fait. Mais c'est pas une... Alors ça a des avantages et des inconvénients politiques. Bon, vous savez que l'assurance obligatoire en France, c'est quelque chose qui est réservé à un certain nombre de domaines très précis. Bon, je pense que là-dessus, il y a eu des rapports parlementaires, il y a eu de différentes choses qui, certains plaidaient pour, d'autres contre. Moi, je pense que là, c'est vraiment un choix politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on prenne collectivement en charge ce dossier et que les assureurs y sont prêts. Merci beaucoup. Jean-Laurent, aussi une rapide présentation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas en tant que de telle ou telle responsabilité, c'est plus, toutes les personnes autour de cette table ont un parcours très complet, très riche, et c'est un sujet qui est difficile. Vous voyez, voilà. Merci Jean-Hervé. Donc Jean-Laurent Granier, je suis président de Generali France aujourd'hui, qui est l'un des acteurs importants du monde de l'assurance française, qui fait 11 milliards de chiffre d'affaires et qui emploie 7000 personnes. Je vais évidemment m'inscrire dans la droite ligne de ce que vient de dire Bernard, d'abord parce que c'est le président de notre fédération, et ensuite parce que nous sommes fondamentalement d'accord sur ces sujets-là. Mais je vais essayer de le faire en n'imaginant pas que je suis ministre du vieillissement. Je me contente d'être chef d'entreprise, et je dois dire que même dans mes cauchemars les pires, j'ai pas imaginé être ministre un jour. Et par contre, je vais essayer de le faire en prenant le point de vue du chef d'entreprise qui essaye de se demander quelles seraient effectivement des politiques économiques et sociales qui nous aideraient ou qui aideraient à trouver des solutions à ces sujets. La première chose, c'est que je crois en France, on a un problème de croissance, c'est évident, et on a tendance à considérer que le vieillissement fait partie du problème et pas de la solution. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que fondamentalement, on considère toujours encore un peu le travail comme un gros mot, même si il y a maintenant des volontés affichées, et c'est heureux de réformer le Code du travail. Et on considère le travail comme avant tout une assiette taxable pour un certain nombre de systèmes sociaux qui vivent bien, enfin qui permettent à la population de vivre assez bien, d'avoir des filets de sécurité, mais qui font que le travail est plutôt désincité qu'incité. Et je fais un parallèle entre ce problème du travail et le problème de l'activité, que Madame le professeur Forest décrivait tout à l'heure, en disant que la meilleure solution pour bien préparer le vieillissement était de rester en activité. Pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait de l'incitation à travailler individuellement ou dans un cadre collectif, et il faut qu'on soit capable de moderniser cet environnement du travail. Je fais un rapport entre ça et la mission des assureurs, qui est de gérer de l'épargne longue. L'assureur est dans la société un animal un peu bizarre, parfois décrié, souvent, généralement mal compris, mais qui réunit deux ou trois grandes caractéristiques qui sont très en ligne avec ce que disait Bernard. La première, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de réconcilier la solidarité et la nécessité d'un retour sur investissement, puisque les assurances, ça peut très bien vivre dans le domaine privé, et que d'ailleurs aujourd'hui, il y a plus de problèmes de rentabilité et d'équilibre financier du côté des systèmes publics d'assurance sociale que du côté des systèmes privés, qui sont parmi les entreprises les plus solides. Ça réconcilie donc la notion de solidarité, c'est-à-dire nous disons mutualisation avec la notion de retour sur investissement. Ça permet de travailler à long terme. Il y a aucun autre secteur professionnel, aucune autre entreprise qui est capable de prendre dans son bilan des engagements à 15, 20, 25, 30 ou 35 ans, à penser ses investissements en fonction de ça, et à se dire que la structuration de son activité permettra de répondre à ces engagements dans la durée. L'assureur est donc à la fois, par nature, quelqu'un qui mobilise de l'épargne longue, qui est capable de la gérer parce qu'il en a l'expérience, et qui est capable de mettre ce savoir-faire au service des transferts intergénérationnels, et notamment du financement du grand âge. Que ce soit par le biais de contrats de dépendance, ou que ce soit par le biais d'incitation à l'épargne longue. Et c'est pour ça que je pense que les politiques publiques en cette matière doivent avoir vocation à considérer
l'épargne comme un mécanisme vertueux et pas comme un signe extérieur de richesse honteux, là encore qu'il faut taxer toujours davantage, parce qu'on se dit qu'éventuellement, si c'est des gens qui ont épargné, ils ont l'habitude de payer des taxes. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans les débats fiscaux, on oscille très, très souvent entre faire payer davantage les épargnants en limitant des avantages à l'épargne longue, ou faire payer les assureurs, parce qu'on dit par hasard, vous avez des fonds, vous avez des actifs en surplus, et donc on pourrait inventer une taxe de plus sur l'assurance. Alors après, on fait du stop and go, on ajoute une taxe sur la maladie, on la retire sur les contrats responsables, on est tenté de la remettre, on réinvente un dispositif pour l'enlever, et puis on fait des grands débats là-dessus. Je pense que c'est aussi un paradoxe qu'il faut régler, c'est-à-dire ne plus considérer que le fait d'être capable de mobiliser et de gérer de l'épargne longue, que ce soit pour les assurés qui investissent dans l'assurance vie ou pour les assureurs qui le gèrent, ce soit un phénomène qui peut être taxé ou qui peut être limité, mais plutôt un phénomène qu'il faut inciter. Au final, et pour ne pas être trop long, je dirais que par rapport à tous ces sujets, les 4 caractéristiques de l'assurance qui font qu'on peut être des partie prenante dans l'invention de solutions, dans l'innovation, dans la réconciliation de cette notion de vieillissement et d'activité avec la notion de croissance économique à 4 niveaux, par le financement que l'on peut faire de ce type de dispositif, parce que nous avons des actifs à investir, et qu'il faut que la réglementation nous permette d'investir à long terme dans des systèmes d'aide à la personne, dans des systèmes d'établissement de soins, dans des systèmes, je dirais, divers qui nécessitent des financements longs. Deuxièmement, nous avons une capacité d'innovation dans des produits purement de dépendance ou dans des produits de prévoyance de manière plus générale, qui sauront, en échange d'un calcul sur le risque, offrir un certain nombre de solutions et de protections aux individus qui leur permettront de bien préparer leur avenir, de bien préparer leur vieillissement. Et je pense que la notion de vieillissement, c'est avant tout c'est quelque chose qui doit être regardé comme quelque chose qui se prépare, comme quelque chose qui s'anticipe, comme quelque chose qui se projette dans l'avenir. Et pour ça, il faut être capable d'avoir des outils, des produits, de la protection qui sont projetés sur des durées longues. Troisièmement, en tant qu'assureur, on est aussi assisteur, c'est-à-dire qu'on est capable d'organiser, de coordonner, d'intégrer des services à la personne qui sont, d'une part, du côté des utilisateurs ou des bénéficiaires, une réponse à la question du grand âge, d'autre part, du point de vue de l'économie, une réponse à la question de l'emploi, parce que ça permet de créer un certain nombre d'emplois, et nous, en tant qu'assisteurs, en tant qu'organisateurs de services à la personne, on est au cœur de ce système économique qui crée de l'emploi dans ces domaines-là. Et enfin, dernier point, dont on n'a pas parlé, ou en tout cas, je n'étais pas là depuis ce matin, mais qui me semble absolument capital, on a un petit avantage différentiel en tant qu'assureur, c'est qu'on sait traiter les données. On sait les anonymiser, rassurez-vous. On sait traiter des données massives, ce qu'on appelle des big data. On sait en tirer des conclusions sur les déformations des tendances au sein de la société. Et ça, c'est très important pour être capable de dégager des phénomènes qui vont être favorables à la croissance, qui vont être compatibles avec le vieillissement, plutôt que de considérer tout ça ou comme une fatalité, ou comme un risque. Alors bien sûr, je comprends que la notion de risque de longévité puisse choquer. Pour autant, je pense qu'il est préférable d'être conscient des tendances et d'éviter surtout de voir ce qui est le risque absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait à payer des retraites ou des arrérages de pension et qui brutalement, parce qu'il aurait mal calculé, serait dans l'impossibilité de le faire. Là, ce serait des dégâts considérables qui seraient créés au pacte de confiance. Je pense que l'un des avantages du métier de l'assurance, c'est de pouvoir créer ce pacte de confiance et le tenir dans la durée. C'est pour ça que c'est un des outils qu'il est utile de mobiliser au service de la croissance et en tenant compte du vieillissement. Et c'est pour ça que, messieurs les ministres du vieillissement, s'il vous plaît, arrêtez de nous considérer comme une bourse trop pleine ou comme un secteur auquel systématiquement on va pouvoir tendre la sébille. Merci beaucoup. Catherine. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans lesquelles... me présenter, oui. Catherine Abivin, directeur général délégué de Clésia. Donc beaucoup de choses ont été dites dans lesquelles on pourrait aussi s'inscrire, mais je souhaiterais revenir sur le premier point, l'introduction de Madame Forette sur la prévention. Elle a utilisé le mot pivot. Alors je ne sais pas qui a inspiré l'autre, mais c'est aussi le mot que le Premier ministre a utilisé la semaine dernière dans son discours de politique générale, pour préciser que la prévention serait au cœur de la stratégie nationale de santé qui serait discutée à partir de l'automne. Donc comme quoi c'est un sujet
important. Je voudrais illustrer la manière dont, chez Clésia, nous avons commencé à mettre en œuvre un certain nombre d'éléments de prévention et pourquoi nous avons réussi à le faire. Alors déjà, Clésia est un peu atypique dans le monde de l'assurance, puisque ce n'est pas un assureur classique, c'est un groupe de protection sociale, donc avec un modèle un peu particulier qui est à la fois paritaire et mutualiste, c'est-à-dire que nos clients sont représentés dans les instances de gouvernance, ce qui facilite parfois la bonne compréhension de leurs besoins. C'est aussi un modèle non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas d'actionnaires. Et puis enfin, c'est surtout un modèle affinitaire, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un certain nombre de secteurs d'activité, mais définis, c'est-à-dire assez faibles, puisqu'ils sont à peu près au nombre de 5, dans les secteurs des services, de la santé, du transport, plus récemment de la défense, également du tourisme. Donc, grâce à cette proximité avec nos clients au sens très large, nous avons été amenés à définir avec eux des offres, donc des produits bien sûr, mais surtout des services, donc de la prévention, qui soient particulièrement adaptés à leur secteur affinitaire particulier. Parce qu'on ne va pas avoir besoin d'une même prévention pour un conducteur de gros camions ou pour quelqu'un qui est derrière son comptoir dans la pharmacie ou encore pour un serveur dans un restaurant. Donc, avec ces partenaires sociaux, on a pu définir des garanties et des services particuliers qui répondent à leurs besoins. Donc, les exemples, parce que je pense que c'est important de parler d'exemples concrets, c'est par exemple dans le domaine du transport, depuis le 1er janvier 2017, un nouveau modèle a été conçu, défini, et au-delà des garanties classiques de prévoyance, des garanties de prévention ont été mises en place, c'est-à-dire que les salariés des entreprises qui réalisent un certain nombre d'actes de prévention engrangent des points, on appelle ça des points de solidarité, qui leur sont directement affectés dans un compte personnel de points. Et grâce à ça, ils peuvent bénéficier de prestations ou de services complémentaires au moment où un sinistre survient. Donc l'exemple, c'est par exemple s'ils font une visite médicale régulière chez leur généraliste, parce qu'il a également été montré que certains n'en font pas et qu'il est beaucoup plus cher, beaucoup plus coûteux de soigner une maladie quand elle aurait pu être soignée bien avant. Donc c'est un des exemples. Un autre exemple, parce que l'idéal, ce serait quand même de faire cette prévention en partenariat avec le secteur public, c'est qu'on incite les salariés des entreprises de transport à nous déclarer les actions de dépistage qu'ils ont fait au titre du cancer, donc des actions qui sont proposées et réalisées par l'assurance maladie, mais dès lors qu'ils nous les déclarent, là aussi, ils accumulent des points complémentaires qui leur permettront de bénéficier de prestations ou de services complémentaires. Donc voilà des actions de prévention concrètes. Donc on est convaincu que c'est notre modèle de travailler avec des branches qui nous permet non seulement de discuter de manière assez proche des besoins de particuliers de ces branches, mais aussi d'avoir un effet volume, parce qu'il serait quand même compliqué de définir ce type d'offre pour des populations très limitées. Alors que quand on est sur des branches professionnelles dans lesquelles on a plusieurs centaines de milliers de salariés, on a un moyen de mutualiser ces coûts et donc derrière d'avoir une offre dédiée qui est beaucoup plus pertinente parce qu'on l'a construite avec eux. Donc déjà, ils en sont aussi plus convaincus parce que les partenaires sociaux, que ce soit les représentants des employeurs ou des salariés, communiquent auprès des entreprises et des salariés sur ces offres. Donc c'est une des réponses que nous avons pu apporter. Un autre exemple, c'est aussi en lien avec l'évolution du monde du travail. On en a un peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les salariés ne rentrent plus à 20 ans dans une entreprise pour en sortir au moment de la retraite. Donc, les changements d'employeur tout au long de la vie sont quand même courants. Par contre, au sein d'une branche, il est assez courant, quelqu'un qui a son permis de poids lourd, il va plutôt rester, certes, il va avoir plusieurs employeurs au cours de sa carrière, mais globalement, il va rester au sein de la branche. Donc, comme nos offres, elles s'adressent à la branche et que quelqu'un qui va changer d'employeur, mais qui va rester dans la même branche, va conserver le bénéfice des actions de prévention qu'il aura réalisées, eh bien, ce niveau de la branche, il est relativement pertinent.
Donc, on considère que grâce à ce modèle, on a moyen d'agir sur la prévention et donc de préparer une meilleure santé pour tout le monde. Un autre exemple, c'est qu'on a aussi offert aux salariés des entreprises de pouvoir se faire vacciner contre la grippe. Alors, on a beaucoup plus communiqué auprès des salariés des pharmacies d'officine parce qu'ils sont quand même plus exposés que d'autres à ce risque. Et ça permet non seulement de répondre au sujet de santé des salariés, mais également de répondre aux besoins de l'entreprise d'avoir un présentéisme plus important de ses salariés, puisque aujourd'hui en France, les épidémies génèrent à peu près 12 millions de journées d'arrêt maladie de courte durée chaque année. Donc ça permet également de se positionner vis-à-vis de l'entreprise qui aussi, bien sûr, y trouve son compte. Voilà. Et puis, comme on est aussi quand même un groupe qui est attaché à l'intérêt général, au-delà de ce qu'on offre en termes de prévention vis-à-vis des salariés que nous couvrons, donc des clients, nous avons aussi fait le choix de mener un certain nombre d'actions auprès du grand public. Donc, c'est notamment former les populations, quelles qu'elles soient, aux gestes qui sauvent. C'est aussi promouvoir l'installation de défibrillateurs. Alors, certes, dans les autocars pour lesquels nous assurons les chauffeurs, mais aussi dans les hôtels, cafés, restaurants ou même dans les gares routières. Donc, dans le but de sauver plus de vies à travers ces dispositifs. Et donc, nous contribuons à mener ces actions à travers ce qu'on appelle chez nous l'action sociale pour favoriser donc une prévention beaucoup plus large auprès du grand public et pas seulement auprès de nos clients. Voilà, donc au-delà de tout ça, on parlait plutôt du vieillissement. Moi, je vous ai plutôt parlé des salariés, puisque essentiellement nous couvrons aujourd'hui des salariés. Mais nous avons aussi un dispositif pour le passage de l'activité à la retraite. J'ai bien entendu aussi la notion de Madame Forette qui dit qu'il faut rester en activité. Donc là, nous proposons aux salariés des entreprises clientes également des stages de préparation à la retraite au cours desquels l'objectif est de leur expliquer, alors non seulement un certain nombre d'actes de prévention, mais comment, enfin plein d'idées pour rester en activité, s'occuper et surtout ne pas rester inactif pour être en meilleure santé à l'avenir. Voilà, donc en espérant que les mots qui ont été autour de la prévention beaucoup évoqués par les politiques ces dernières semaines ne restent pas lettre morte et que les actions qu'on mène les uns et les autres puissent se généraliser à travers des décisions plus politiques à l'avenir et donc favoriser ce vieillissement. Enfin, favoriser le vieillissement, non, mieux gérer le vieillissement. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens de mon âge disent c'est formidable d'avoir 60 ans, c'est formidable d'avoir 110 ans, 80, qu'est-ce que c'est bien, et 20 ans, c'est pas mal aussi. Juste peut-être une chose, ce matin, François-Xavier s'est appuyé toute sa démarche sur la relecture de Cicéron, et il est vrai que dans ces 4 idées de Cicéron pour expliquer que le vieillissement est en réalité une chance historique. D'abord, c'est vrai que c'est une survie, donc c'est une chance. C'est l'un des 4 points, c'est de dire qu'en réalité, l'homme ou la femme vieillissant, sont en réalité extrêmement actifs. Donc il y a cette espèce d'idée que... Oui. Bien, André, peut-être un petit mot de présentation sur... Moi, je fais partie de la chaire et je suis directeur de recherche CNRS aux études en sciences sociales, émérite puisque vieux. Donc voilà, je pense que ça suffira. Alors là, je vais vous parler donc un peu en porte-à-faux. Donc le ministre du vieillissement, il m'a demandé, il n'a pas voulu me faire élire ministre du vieillissement parce qu'il a eu trop peur. Il a demandé une petite note. Alors la note que je vais faire, c'est donc reprendre les grands équilibres comptables et tout. Et chemin faisant, je rencontrerai d'autres problématiques qui ont été exposées, mais je serai beaucoup plus sur le patrimoine. Donc je commence directement. Vous avez un circuit des transferts financiers entre générations maintenant. En gros, les transferts ascendants sociaux plus de 60 ans font aujourd'hui plus de 20% du PIB. Donc plus de 400 milliards. C'est santé, dépendance, retraite, etc. Et puis en face, vous avez des transferts descendants, qui sont les transmissions privées, qui aujourd'hui ont dépassé les 10% du PIB.
240 milliards par an. Donc voilà ce circuit énorme des transferts entre générations. Il faut rajouter en plus que, en importance du PIB, ce circuit a plus que doublé sur les 30 dernières années. Donc ça s'accélère au debout. Bon. Alors vous voyez les débats que ça peut générer, du genre, il y a trop de transferts pour les plus de 60 ans, au moins en masse, donc il faut retarder l'âge de la retraite, et il faut rééquilibrer les transferts des plus âgés aux plus jeunes, ça, il y avait une note de France Stratégie là-dessus, donc changer les priorités selon l'âge, diminuer le volume aussi, ça c'est plutôt néolibéral, et avec l'idée qu'avait fait débat à France Stratégie que finalement, si les jeunes n'arrivent pas, si les jeunes ont des difficultés, peut-être que c'est cette masse des transferts aux plus âgés qui est responsable. Et là, il y a eu un débat absolument clivant entre ceux qui disaient oui et ceux qui disaient non. Je vous dirais seulement qu'en fait, c'est un problème de croyance. Aucune recherche économétrique ne vous permettra de trancher. Bon. Je passe du côté du patrimoine, donc. Alors là, je fais du Piketty pendant 5 minutes. Enfin, 2 minutes. Alors, Piketty, c'est quoi? C'est le retour des rentiers. Son idée à lui, c'est « capital is back ». Pour la traduction, la traductrice sera facile. Donc, c'est le retour à avant en 1814. Donc, en gros, le patrimoine net sur le revenu national est maintenant égal à 6. En 1914, il était à 7, mais il a été à 2, 3 dans les années 50. Donc, c'est une remontée totale. La concentration du patrimoine augmente et tout ça. Donc, pour Piketty, vous voyez, c'est le retour du capital. Après les 2 guerres mondiales et la croissance florissante des 30 glorieuses, eh bien, le capital revient. Alors, ce n'est pas vrai, déjà, parce qu'il y a un État-providence, qui a quand même tout changé, permis ou facilité par les 30 glorieuses, et puis, deuxièmement, parce qu'on a une croissance passée, 30 glorieuses, puis maintenant, on n'en a plus. Donc, le problème, avant 14, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, le problème, c'est que les plus âgés, les aînés, ont plus que les suivants, parce qu'ils ont eu la croissance. Bon. Et troisièmement, le phénomène dont vous avez parlé aujourd'hui, l'allongement de l'espérance de vie à partir de la fin des années 70 dans la plupart des pays, ces gains d'espérance de vie se font à âge élevé. Ce n'est plus la mortalité infantile ou les cancers à 50-60 ans. Alors, on a une situation patrimoniale qui suit Piketty, c'est que du coup, on a un patrimoine de plus en plus concentré aux mains des plus âgés. Et pas uniquement le patrimoine immobilier, mais aussi le patrimoine financier. Ça, c'est l'effet de croissance. Et alors, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il est sous une forme de réserve de valeur peu risquée. On pourrait dire, les vieux sont plus riches, ils y vont. Pas du tout, pas du tout. Alors, ils ont plus d'immobilier, plus d'assurance vie, mais surtout des fonds euros. Et troisièmement, en valeur mobilière, taux de détention 17%, moyenne 16%, font pas mieux. Donc, on peut parler d'une suraccumulation improductive des seniors ou même d'une crispation patrimoniale. C'est méchant. Que va nous dire Françoise par rapport à ça? Sauf qu'elle n'emploie pas le mot. En fait, il faut une précaution contre le risque de longévité. Le risque de longévité augmenté, pour ça c'est évident, parce qu'on a des vieux jours plus nombreux, un risque de dépendance plus important, des pensions incertaines vu les pressions sur l'État-providence, et des familles éclatées géographiquement qui peuvent moins vous aider. Bon, est-ce que c'est vrai ça? Deuxième impasse, je n'en sais rien. Il est impossible de savoir ce qui, dans la suraccumulation improductive des seniors, est lié à cette précaution contre un risque de longévité croissant. Ça joue un rôle, beaucoup, peu. Françoise va voir ses patients qui lui disent oui. Oui, mais dans du statistique, on ne sait pas répondre à cette question. Deuxièmement, vous avez... Tu devrais faire une étude là-dessus. Non, justement, on ne peut pas, c'est très difficile. Parce qu'il faudrait refaire l'histoire. Et c'est difficile de refaire l'histoire. Deuxièmement, il y a un retour de l'héritage. Donc, l'héritage va encore plus vite que le patrimoine, donc par rapport au revenu, devient de plus en plus important, mais il est reçu de plus en plus tard. Pourquoi? Puisque, en fait, on hérite en pleine propriété à la mort des 2 parents. Ça, c'est dû donc c'est de plus en plus tard, après de 60 ans aujourd'hui, puisqu'en fait, l'espérance de vie a augmenté, les droits du conjoint survivant depuis 2001 ont augmenté, et les donations sont souvent des fausses donations avec réserve d'usufruit, tout ça, démembrement et tout. Donc, l'idée, c'est que non seulement il y a une crispation patrimoniale des seniors, mais on devient riche quand on devient vieux. Bon, ça, et alors, dernier point, les jeunes sont contraints dans leurs projets patrimoniaux parce qu'ils n'ont pas le fric. On arrive trop tard, et donc les fonds de pension, c'est très très bien les fonds de pension, encore faut-il qu'ils puissent cotiser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des difficultés d'insertion, ils se marient, très bien, après de l'épargne de précaution, et après l'achat du logement. L'achat du logement, de plus en plus cher, ça prend tout, et donc la retraite, ils la préparent à 55 ans. Alors cette situation est comment? Je vous l'ai dit, elle est massive, elle est inédite. Dans les années 50-60, on n'avait pas du tout ce problème-là.
Hein, donc les remèdes que je vais proposer, théoriquement, ils justifient, mais les 50-60, il n'y a pas besoin. Le patrimoine était faible, l'héritage était faible, les jeunes étaient hauts par leurs revenus, le logement coûtait pas cher. Et elle est comparable ailleurs, c'est-à-dire ce qu'on observe pour la France, je décris la France, est valable dans la zone euro. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France, dans la zone euro, est à la moyenne des pays, le plus proche de la moyenne, même s'il y a une forte diversité. Bon, cette situation est néfaste, ben oui, bien, elle est néfaste pour la croissance, une masse de patrimoine dormant, hein, des seniors, là, pour l'égalité des chances entre héritiers et non-héritiers, que le patrimoine joue un rôle de plus en plus grand, et puis pour les rapports intergénérationnels, on a envie de faire circuler le patrimoine vers le bas. Alors que faire? Bon. Que faire? Je ne vais pas prendre un remède non libéral. Hein, il y a Bertrand Spitz à la table, donc je ne peux pas faire ça. Donc je vais faire un remède libéral. Le remède non libéral, ce serait quoi? Le remède non libéral, c'est Piketty. Je prends aux riches. On a un modèle social qu'il faut conserver. Il est trop assis sur le travail. Donc, je taxe le patrimoine. Je prends aux riches. Avec un ISF multiplié par 10, alors qu'il va disparaître à moitié. Voilà. Bon. Alors non, je fais un remède pas non plus néolibéral. Néolibéral, ce serait, ben écoutez, je diminue l'ensemble des prélèvements obligatoires en diminuant un peu ce qui va aux vieux. C'est pas tellement ce qu'il y a autour de cette table, en particulier ces dames, elles voulaient quand même qu'il y ait beaucoup de choses, même si la prévention peut diminuer les coûts. Donc c'est pas ça. Et je ne mets pas tout sur les jeunes, etc., en disant bon, si les jeunes cotiseront moins, ils pourront épargner, tout ira mieux, et faire dans les fonds de pension. Non, non, je ne suis pas non plus néolibéral. Je vais rester libéral. Libéral, c'est quoi? Eh ben, c'est créer des incitations fiscales fortes. C'est-à-dire un différentiel fiscal fort selon les choix des seniors, avec l'idée que ou ils répondent pas et j'engrange le fric, ou ils répondent et à ce moment-là, la situation patrimoniale catastrophique se résorbe en partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est là que tout le monde va hurler. Alors, il y a plusieurs choix. On peut taxer les plus-values au décès, on peut taxer la rente foncière, comme le gouvernement plutôt dans cette optique-là. Tout ça ne marche pas. Ce qui marche le mieux, c'est taxer les transmissions, l'idée étant de résorber tous les défauts de la situation patrimoniale actuelle. Donc ça, on l'avait fait avec Lucas Andel. Donc on taxe les héritages domestiques, de patrimoine domestique, pour les 10 à 15% des familles les plus aisées. On taxe plus fortement et plus lourdement. Donc on laisse de côté les donations, le caritatif, l'entreprise, etc. Ça, c'est la première composante. Tout le monde dit, on ne l'écoute plus puisqu'il fait un impôt supplémentaire. Ça, c'est pas possible. Bon. Et deuxièmement, on va vous donner tous les moyens pour éviter cette surtaxe successorale. Et les moyens, c'est quoi? C'est vous inciter à faire ce qu'il faut pour résorber une situation patrimoniale catastrophique. Et donc, ça peut être donné. Alors, la donation aux enfants sera favorisée, pas parce que la taxation sera allégée, ça on a fait la loi TEPA 2007, ça ne marche pas, mais par une désincitation à l'héritage. De même, on va introduire une liberté de tester pour la transmission des entreprises du vivant, tout ça, etc. On va faire des choses pour la consommation du patrimoine à âge élevé, et ça, c'est tout ce que vous avez entendu aux différentes sessions, et puis par Jean Hervé, sur la liquéfaction du patrimoine immobilier. Donc le viager, mais rénové, avec un acheteur professionnel, le prêt viager, mais rénové, en particulier qui se déclenche qu'à la dépendance, avec des intérêts plus faibles, ou la vente anticipée. Il faut que je change de lunettes pour voir. 1 minute et demie, c'est ça? 1 minute, oui. Et puis donc, la même chose pour le produit vente anticipée, occupée, donc à l'agent Hervé. Eh bien, tous ces produits-là, qui veulent le résorber, ne pourront se développer que si cette taxation plus forte des héritages, bien sûr. Parce qu'il faudra éviter de payer la surtaxe des héritages, et voyant que le prêt viager, l'actif net diminue, le viager, ça fait d'autant moins payer, et la vente anticipée, occupée, on peut faire ce qu'on veut du capital pour éviter. Troisièmement, on va investir. Les gens qui investissent vont pouvoir jouer sur l'incitation fiscale. Les gens qui investissent dans des produits longs et risqués, en fait, idéalement, c'est un problème de destination finale de l'épargne, dans des fonds dédiés, gérés par des investisseurs responsables, qui peuvent être des assureurs d'ailleurs, mais pour les infrastructures, l'éducation, la transition énergétique, numérique, écologique, tout ce que vous voulez, eh bien ces produits-là, s'ils sont détenus suffisamment longtemps, mettons 15 ans par le père, 10 ans par le fils, en tout 25 ans, eh bien ils échapperont à la surtaxe successorale. Donc, à ce moment-là, vous voyez que avec cette idée-là, on arrive à répondre aux 3 critères qu'on cherchait, plus de croissance, moins d'inégalité des chances, plus de circulation du patrimoine, à condition que la mesure soit crédible à long terme, pour que, dès aujourd'hui, Jean-Hervé comme moi, commencions à préparer notre succession. Alors, le système est gagnant, soit que les gens répondent aux incitations, soit que vous avez une augmentation de recettes, que vous pouvez préaffecter. Vous pouvez préaffecter pourquoi? Soit pour la dépendance, ça mutualise le risque que les parents dépendants coûtent cher, soit pour des programmes pour les jeunes, comme une dotation capitale à 18 ans. Il y aura moins d'exil fiscal et de désincitation. Pourquoi?
parce que les riches pourront s'en sortir par les moyens qu'on leur offre d'éviter la surtaxe. Et puis c'est plus juste, parce que ceux qui paieront seront ceux qui sont égoïstes au point de vue familial, égoïstes au point de vue social, ou qui ne se sont pas préparés. Je termine. Stop, c'est ça. Donc, ça existe, ça demande une société soudée, qui puisse compter sur la solidarité de tous ses membres, y compris les plus riches, et qui puisse mener des réformes crédibles à long terme. Je vais raccourcir la conclusion. Si vous ne le faites pas, si vous dites que ça ne va pas, c'est complètement utopique, vous aurez toujours la suraccumulation improductive des seniors, toujours le retour de l'héritage qui va augmenter encore de plus en plus vite, puisque vous allez arriver, les générations dotées du baby-boom, riches en patrimoine et nombreuses, vont arriver bientôt, assez vite à la mort, et donc vous allez avoir un flux de transmission patrimoniale énorme, et les jeunes resteront contraints de leurs projets patrimoniaux, sauf s'il y a un retour de la croissance sur lequel nous avons peu de choses à faire. Donc, le dispositif qu'on propose, vous voyez ce qu'il y a, il a des justifications théoriques, mais il est totalement justifié par la situation patrimoniale dans laquelle on est. Si on avait une autre situation patrimoniale, les justifications théoriques, vous endormiriez quand je les expose. Mais c'est assez important de le voir. Dernier point, peut-être à toute vitesse, ce qui est populaire maintenant, c'est une suppression totale des droits de succession. Je crois que je peux convaincre la salle que ce serait bien de supprimer les droits de succession. C'est exactement le contraire de ce que je viens de dire. Je pense que ce serait très très bien. Je le dis seulement pour les économistes, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre. La suppression totale des droits de succession n'enlève pas tous les problèmes juridiques liés à la succession. La réserve quand on veut transmettre une entreprise, le saut générationnel par une donation-partage transgénérationnelle, les trusts, le pacte d'Utrecht, tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez, tous ces problèmes seraient résolus. Mais la haute administration, elle a bien compris ça. Elle veut rester sur ces 12-13 milliards d'euros qu'elle touche chaque année pour un impôt impopulaire. Et je me rappelle de quelqu'un donc du budget, M. Aulne-Abeille, un prénom magnifique, un nom magnifique, qui avait dit que le problème des droits de succession est juste un problème juridique. J'ai entendu ces économistes rêveurs, s'ils pouvaient arrêter de causer. Bien, merci. Bravo à tous. Bravo à tous. Quand on écoute, on essaie de résumer beaucoup de choses qui ont été dites, en réalité, il y a des mots qui sont revenus sur lesquels il y a un accord général, prévention. Il y a l'idée aussi, oui, l'accord sur la prévention. Il y a l'idée, alors on n'est pas tout à fait d'accord sur la dépendance, mais sur la forme que ça peut prendre, mais l'idée qu'il faut quand même booster un peu les assurances dépendantes, qu'elles soient obligatoires, pas obligatoires, gérées par ceci, par cela. Au passage, François, je fais partie d'une fondation, qui est la Fondation Malakoff-Médéric sur l'Alzheimer. Franchement, les progrès dans ces domaines-là sont extrêmement faibles aujourd'hui. Et on n'a aucun progrès sur les sujets, donc on a enfin bon, j'ai ça juste au passage, il faut quand même faire très attention, aucun progrès, aucun. Oui, mais enfin, on peut toujours rêver, mais c'est comme le stockage d'électricité aussi, un siècle. Le troisième sujet, l'idée que le débat sur la fiscalité des successions reviendra mais pas particulièrement en France, il reviendra partout, parce qu'il est porté d'ailleurs par des hommes tout à fait remarquables, les quelques grands milliardaires américains qui ont finalement transmis une partie de leur richesse. Donc on est sur des sujets compliqués. Moi, je vais juste, pour conclure, parce que cette session est très passionnante, mais en réalité, si on essaie d'être un tout petit peu concret, au-delà même de l'aspect comptable, est-ce que si on vous demandait en tant que ministre, secrétaire d'État, j'ai compris que tu accepterais, Bernard, secrétaire d'État, ministre délégué peut-être, ministre délégué du vieillissement auprès du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Mais est-ce que vous pensez, là je reviens sérieux, est-ce que vous donneriez un coup d'accélérateur sur l'allongement de la durée de vie au travail? Est-ce que vous jugez que c'est très très important? C'est un sujet qui traverse la société française depuis fort longtemps. Pour ceux qui sont les plus âgés, souvenez-vous, la retraite à 60 ans. Enfin, on a l'impression que c'est toujours la recette miracle. Et de l'autre côté, beaucoup de gens qui disent, y compris ce soir, non, c'est pas. En réalité, on emmène les gens à la mort. Donc, si, tu as dit, voilà.
Voilà. Voilà. Bon. finit par Attendez, mourir. c'est les personnalités. Oui, on finit toujours par mourir. Oui. Vas-y. Non. Est-ce que tu considères que le report Oui, de l'âge, je considère que le est positif? est très très positif sur la santé. Oui, c'est ça. Et c'est positif dans la mesure où les Français sont quand même très attachés au système de retraite par répartition. C'est évident que ce serait bénéfique aussi pour le système de retraite par répartition. Mais je suis favorable sur le plan de la santé, à condition qu'il y ait une bonne prévention dans les entreprises. Juste pour terminer sur cette vision, ce problème très précis, parce que en réalité c'est un débat, on est arrivé de 60, 102 ans, l'équipe précédente jugeait que c'était au départ scandaleux, mais finalement ils l'ont maintenu. Donc c'est un sujet essentiel pour la position, et des personnalités aussi éminentes que celles qui sont ici, la position sur ce thème. J'aurais voulu juste ajouter un petit mot sur l'action des assurances dans le domaine de la prévention. Parce que je disais tout à l'heure que dans la mesure où vous faites de la sélection, je ne vous vois pas comme des acteurs prioritaires d'une assurance dépendance. En revanche, je suis témoin de tout ce que vous faites pour la prévention. On a travaillé d'ailleurs avec Clésia, Catherine. On a mis au point un outil avec lui. Il est fabuleux, donc il faut continuer. Oui. Effectivement, on a d'ailleurs, non, c'est pas la question. Dans le cadre de la fusion qui a créé la FFA, on a aussi fusionné les organismes de prévention. Donc on a quelque chose qui s'appelle l'attitude prévention aujourd'hui, qui joue sur le terrain et de la santé, de la prévention routière et des accidents domestiques. Voilà. Alors, la réponse à la question, moi je n'ai jamais varié sur ce sujet. Oui, évidemment, l'allongement de la durée du travail est une piste qui est à la fois validée économiquement et sanitairement. Donc voilà. Après, si on entre dans une logique de retraite par points, après, c'est aussi à chacun de déterminer. Donc, la logique simple et bête, c'est vraiment que voilà, on accumule des droits à la retraite, on les exerce quand on estime qu'on a envie. Il y a des gens qui ont envie. Bon, après, vous entrez dans les champs, la pénibilité, les machins, les trucs. Bon, il y a des choix de vie, il y a des choix. Chaque personne peut interdire à des gens de travailler. J'ai toujours été surpris par, et j'espère que de ce point de vue-là, avec le changement de politique, on va en tirer quelques conséquences. Enfin, jusqu'à une période récente, c'était toujours des gens de plus de 70 ans qui expliquaient qu'il ne fallait pas travailler au-delà de 60. Moi, je veux bien. Je parle des députés et sénateurs, on avait la moyenne d'âge la plus élevée d'Europe. Bon, elle vient de prendre 20 ans d'un coup, là. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc... Et pas toujours. Mais apparemment, il y en aura moins bientôt, puisque le nombre de parlementaires va être réduit. Personnellement, moi, je pense que l'important, c'est le maintien, la capacité à se maintenir en activité, donc pour toutes les raisons qui ont été dites. Qu'en France, il y a une fascination sur l'âge de la retraite, alors que le sujet le plus important, c'est la durée de cotisation et les ressources que l'on affecte au système. Et donc, à partir de là, je pense que le fait d'offrir un panachage de solutions qui font qu'on puisse compléter un système, par exemple, par points avec de l'épargne individuelle, ça a été introduit dans le cadre du PERP ou du PERCO, c'est des systèmes vertueux. Je suis absolument certain que dans le futur, système vont se développer. Et je suis fasciné par le fait qu'indépendamment des prises de position des politiques, j'allais dire l'économie et la décision individuelle finit par se venger. Et donc, à la fin, la sagesse collective et les incitations individuelles des acteurs font que les gens se préparent et essayent de trouver leur propre système. C'est mieux si c'est cohérent avec la politique qui est employée, si c'est pas un divorce, mais au final, de toute façon, l'allongement de la durée de vie fait qu'il faut trouver une double manière de garantir des ressources pour les seniors et de les préparer très en amont avec un mix des systèmes et ensuite d'augmenter la durée d'activité. Et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de choses à inventer, y compris dans les formes de travail dont on n'a pas parlé là. Les formes de travail collaboratives, à temps partiel, de mentoring, etc., sont aussi des choses qui vont se développer de manière foudroyante, à mon sens, un peu comme Airbnb a offert des places d'hébergement indépendamment du système hôtelier. Voilà. Alors, moi, malgré le coût que ça va avoir sur nos garanties prévoyance, puisqu'on va payer des incapables et des invalides plus longtemps, je pense qu'on n'a pas le choix que de reculer cet âge ou la durée de cotisation. Par contre, je pense qu'il est très important que les Français aient le choix, et c'est ce qui a été fait dans la réforme de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, puisque le système qui a été introduit fin 2015, c'est une notion de boni-malus, et donc le choix
pour les salariés de partir plus tôt ou plus tard. Et s'ils partent plus tôt parce qu'ils font ce choix-là, eh bien, ils auront pendant un certain temps une retraite minorée. Par contre, s'ils travaillent un peu plus longtemps, ils auront aussi, pendant un certain temps, une retraite légèrement majorée. Voilà ce qui incite et ce qui donne le choix à chacun. Parce que ça, je pense que c'est important. Oui, alors là, moi, je m'appuierai sur Philippe Ashkenazi, je serais peut-être un peu moins libéral. Le problème essentiel qu'il avait montré quand on est passé aux 35 heures, c'est la multiplication des troubles musculaires et squelettiques, là. Donc, en fait, le fait de diminuer la durée de travail, cette fois hebdomadaire, avait fait, pour parler comme les marxistes, une intensification du processus d'exploitation. Bon. Et là, l'idée, plutôt, c'est que si on fait travailler les gens plus longtemps, il faut changer les conditions de travail. C'est dans le bouquin du monsieur Aloubou, Un monde de violence, où en fait, il ne voulait pas que les gens s'arrêtent de travailler, sauf quand ils étaient vraiment dépendants. Donc lui, il passait de travail à dépendance. Il n'y avait pas de passage fragile, là, ça n'existait pas. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est ça, donc jouer sur les conditions de travail, les gens parlent peu, ou même la fierté dans le travail, il y a le fameux poème de Victor Hugo là-dessus, que ce soit l'âge de retraite ou la durée d'activité. Alors, sur ce qu'a dit en particulier madame, d'un autre côté, dans le livre d'Ashkenazi, le dernier, là, 2016, là, il montre bien que la pénibilité, elle a plutôt diminué chez les cadres, elle a plutôt augmenté chez les ouvriers. Hein. Et le choix à la carte du départ en retraite, il y a des gens qui peuvent, et il y a des gens qui n'ont pas le choix. Les gens qui ont un travail épanouissant et régulier, ils partent quand ils veulent, qui ont un patrimoine dernier, ce sont des ennuis, ça va, et puis qui ont un boulot stable, ils partent quand ils veulent. Alors, ils sont beaucoup dans cette salle. Les ouvriers, ils ont envie de partir tôt. Et le plus tôt possible sera le mieux. Donc l'idée quand même, on retrouve sur ce sujet-là, qui apparaît un sujet simple, on va juste déplacer l'âge ou la durée de retraite, on retrouve le problème des classes sociales, de fait que certains groupes, par exemple, arrivent à avoir des gains énormes parce qu'ils ont ce qu'on appelle une criticité, ils s'arrêtent de bosser, le pays est foutu. Et donc d'autres groupes, les filles qui travaillent dans les grands hôtels, tout ça, etc., ont plus de mal si elles n'arrivent pas à se mobiliser. Donc il y a comme tout un problème sur les conditions de travail, sur lequel bien sûr je suis complètement incompétent, mais le travail de nuit, tout ça, etc., qui est important à envisager. Et moi, j'aimerais bien justement qu'on dise que les gens vont travailler plus longtemps si on est obligé d'arriver à discuter de ces conditions de travail. En 68, les Français travaillaient autant que les Américains. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Mais il y a eu sans doute une dégradation des conditions de travail, effectivement une productivité horaire élevée, puisqu'on fait bosser comme des fous, et que ceux qui ne sont pas bons sont exclus. Alors, évidemment, c'est facile d'avoir un taux de productivité horaire élevé. Bien, mais écoutez, moi je vous propose que d'abord on tire une conclusion de cette journée. Je dis ça pour tous les amis qui ont accepté de participer à cette session. Je rappelle que c'est la première fois, je crois, qu'on dédie une journée entière en France à cette relation croissance-vieillissement, avec l'aide et sous la férule de la Caisse des dépôts. Pierre-René Lemay est venu ouvrir ce matin, Isabelle Lodier est présente et en forme. Donc tout ça est très important. Je crois qu'on a eu pas mal, on a eu un pourcentage de peut-être 30% des intervenants qui venaient de d'autres pays. Donc on commence à mettre tout ça en place, c'est bien. C'est un tout début. Merci aux uns aux autres. Merci aux participants d'être venus ce soir alors que il commence à se faire tard. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.